Alors bonjour à tous. Merci à vous d'être venus si nombreux encore à cette heure-là pour parler de ruralité. C'est vrai, c'est vrai. On va essayer de finir avant l'arrivée de la bière alors. Alors du coup, moi je suis Caroline Fesselier, je suis co-animatrice du livret Ruralité Aménagement du territoire à la France Insoumise. Et je suis entourée donc de 2 députés et un sociologue. Donc j'aurai plaisir à discuter avec Catherine Couturier, qui est députée LFI NUPES de la Creuse. À côté, nous avons Philippe Brun, qui est député PS NUPES de l'Eure. Et à ma gauche, nous avons Gilles Laferté, qui lui est sociologue, directeur de recherche à l'INRAE, à Dijon. Voilà. Alors je vais vous dire quelques mots quand même pour introduire la conférence et ce qu'on voulait en faire. On sort d'une période électorale très intense et depuis on entend quand même pas mal de choses au niveau des bilans, comme quoi les villes et surtout les quartiers populaires auraient voté Jean-Luc Mélenchon et NUPES et les zones rurales auraient voté Front National, Rassemblement National. Alors nous, du coup, au livret, on s'est un petit peu penché, un petit peu plus en finesse pour voir si ces choses étaient aussi simples que ça. Et on se rend compte que non, c'est pas aussi simple. Et donc, c'était donc intéressant de s'interroger, justement, pour voir les différences et pourquoi il y a des différences. On entend aussi parler de la ruralité. Alors que nous, au livret, on est attachés au fait qu'il n'y a pas une ruralité, mais il y a des ruralités avec des spécificités très, très différentes d'une région à une autre. Donc on voulait s'interroger un petit peu sur ces habitants qui habitent ces zones rurales, voir un petit peu l'évolution qu'il y a pu y avoir au fil du temps. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui habitent dans les zones rurales aujourd'hui que celles d'avant ? Est-ce que, comme on entend aussi souvent dans les médias, dans les zones rurales, c'est que des agriculteurs ? Ou est-ce qu'il y a d'autres gens qui vivent dans ces campagnes ? On voulait voir aussi si toutes les zones rurales avaient la même sociologie et si, justement, si ces différences sociologiques pouvaient expliquer les différences de vote, puisqu'on voit bien qu'il y a des zones rurales qui ont quand même mis des candidats députés de gauche et d'autres où c'est plutôt le Front National ou la droite. Donc voilà. Du coup, je vais donner la parole à Catherine après. Donc toi, Catherine, tu es députée de la Creuse, un département qui a mis Marine Le Pen première au premier tour des présidentielles avec plus de 25%, et où Jean-Luc Mélenchon est arrivé 3e. Toi, aux législatives, tu arrives première au premier tour avec plus de 26%, devant Jean-Baptiste Moreau de La République En Marche. Et la candidate RN n'arrive que 4e, avec 17%. Tu gagnes au 2e tour, avec plus de 51%. Et je voudrais savoir un petit peu comment toi, tu expliques ce changement entre la présidentielle et les législatives. Et comment tu as fait justement pour changer, pour parler à ces gens. Et qu'est-ce qui a fait que le vote a changé ? Merci. Non, je ne suis pas la meilleure, mais j'avais une équipe de militants, plus de 200 militants, dans un département que je vais vous décrire un petit peu pour comprendre justement comment nous avons mené. Et le thème de cette conférence, c'est bien la question de la composition, c'est quoi la ruralité ? Et je vais aussi un petit peu vous faire part de ma propre, je dirais, parcours de vie, puisque moi aussi je suis née en Creuse. J'ai été au lycée. Mon premier engagement, c'est contre la réforme Abi, si ça vous parle pour les plus anciens. Ça vous parle, voilà. C'était déjà le collège unique avec... je ne développe pas, c'est pas le thème de la conférence. Déjà à cette époque-là, on m'a fait comprendre que il fallait que j'aille voir ailleurs parce que j'avais mené le mouvement à cette époque-là. Et je suis partie au lycée Turgot à Limoges.
Et j'ai passé un concours, comme beaucoup de ruraux à l'époque, pour trouver un emploi. Et je suis partie, j'ai été affectée à France Télé, enfin à l'époque au PTT. J'ai fait ma carrière à France Télécom, une partie de ma carrière à France Télécom, et je suis restée, donc j'ai été affectée en Île-de-France. La vie personnelle, engagement syndical, engagement bien évidemment politique aussi. Cet engagement politique m'a amené à être élue dans les Yvelines, maire adjointe pendant 14 ans d'une ville en face de Mantes-la-Jolie. Donc vous voyez, Limay, dans un canton aussi où on parlait de communes rurales, mais ce n'étaient pas les mêmes que celles qu'on a en Creuse. C'était ce qu'on appelle la ruralité périurbaine, et on en parlera certainement dans cette conférence. J'ai donc milité dans ce secteur et je suis revenu à la retraite en Creuse, où là c'est une autre ruralité. Et je vais vous donner quelques chiffres pour comprendre aussi comment nous avons mené cette campagne et comment ça nous a permis de l'emporter. Le département de la Creuse, c'est 116 000 habitants. Je regarde les chiffres parce que, excusez-moi, on fatigue là depuis... 116 000 habitants, c'est 21 habitants au kilomètre carré. Et c'est 256 communes. Donc vous imaginez, c'est une seule circonscription. Donc pour la campagne électorale, j'en parlerai tout à l'heure. C'est 3 communes sur 4 qui ont moins de 500 habitants. Des communes qu'il faut aussi préciser, quand on dit 500 habitants, ça peut paraître important, mais c'est que ces 500 habitants, ils sont parfois étalés dans des tout petits hameaux, 20, 30 hameaux parfois, et bien évidemment, on ne fait pas une campagne électorale de la même façon quand on est en zone urbaine et rurale périurbaine que dans un département comme la Creuse où il faut faire beaucoup de kilomètres et des moments, beaucoup de kilomètres aussi à pied pour aller parfois d'une maison à une autre dans un petit village et rencontrer les électeurs. Donc c'est un département qui est très fragmenté, avec donc un habitat aussi qui est parfois assez ancien, mais j'y reviendrai peut-être sur la question de l'urbanisation de la ruralité. La Creuse, Guéret, c'est la plus grande ville, c'est 13 000 habitants. Alors oui, on a fait dans les quartiers populaires du porte-à-porte, comme on a pu faire du porte-à-porte dans une zone urbaine. Et bien souvent, je le dis, moi qui ai connu, qui ai milité en Île-de-France, parfois on dit la misère sociale, on parle de misère sociale dans les quartiers populaires, mais je peux vous dire qu'en milieu rural, la misère sociale, elle est aussi parfois même plus forte. Et souvent, chez les personnes âgées qui sont isolées, qui sont dans des situations de santé et de précarité extrêmes, avec la fracture numérique, et ça, c'est quelque chose ici d'important en termes de ruralité. Excusez-moi, il y a un petit peu de vent. Oui, 40% de la population en Creuse a plus de 60 ans. Et la population, elle diminue, c'est 3,5% en moins entre 2013 et 2019. Voilà, donc je donne ces chiffres et j'en viens maintenant à ce que nous avons fait pour mener la campagne. Nous avons fait le choix de ne pas faire de réunion publique dans un premier temps. Nous avons organisé ce qu'on a appelé, enfin c'est mon équipe, hein, elle est là, le Tour de la Creuse. Et ils m'ont mis, avec mon suppléant aussi, parce que c'était aussi quelque chose d'important d'associer le suppléant, on avait à peu près 4 points de rencontre par jour. Pendant les 3 dernières semaines, enfin les 3 semaines avant la campagne. Bon, dans mon compte de campagne, je vous le dis, hein, c'est les frais de kilomètres qui sont les plus importants. Hein. Voilà. 4 points de rencontre où nous sommes allés parfois sur un marché,
à la sortie d'une école, devant un café, dans un petit bourg. Et nous avons démultiplié, en fin de compte, les initiatives. Nous avons couvert pratiquement tout le département. Alors, je ne dis pas, on n'a pas couvert les 256 communes. Hein. Ça, c'est évident. Par contre, les 256 communes, elles ont toutes eu un tract dans leur boîte aux lettres distribué par les militants. Donc là aussi, on a fait, je crois, 3 tracts et on en a distribué un à 40 000 exemplaires. Vous voyez, bon, peut-être pas tous les foyers, mais une bonne partie des foyers ont été couverts sur... et cette distribution, elle s'est faite aussi un peu au porte-à-porte, au corps à corps. Et on a fait une initiative un peu particulière. C'était l'arbre à idées. On avait dans ces points de rencontre une question. Il y avait des petits fils avec des petits bouts de papier, des épingles. Et il y avait une question. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la Creuse ? Et au lieu d'aborder les électeurs avec notre programme pour dire, bon ben ouais, parce qu'on peut le sortir, le programme, on a 650 propositions, on était capable de... On a laissé les gens répondre à cette question. Alors des moments, ça leur paraissait bizarre. Je leur disais, faites un tour et puis revenez. Et les gens revenaient et ils écrivaient. Et à la fin de chaque séance, ce que je faisais une petite vidéo en récupérant et je le relevais. Bon, voilà, c'était la com aussi, il fallait travailler ces points-là. Et on avait fait donc un 4 pages où on avait choisi un certain nombre de thèmes. Et j'ai fait une seule réunion publique à Guéret, qui a notamment, on a pris tous les petits papiers, toutes les idées, et on les a classés par thème. Et on s'est rendu compte que les points qui ressortaient, c'était les propositions qu'on avait portées dans notre 4 pages. C'était quoi ? C'était la désertification médicale, le manque de services publics, l'eau, la forêt, l'école. C'était essentiellement ces thèmes-là qui ressortaient en priorité. Et donc, à partir de là, ça a permis, et je le dis, on a aussi la chance, on a travaillé à ce que les médias locaux ont trouvé donc notre forme de campagne un peu originale, et je dénotais dans, je dirais, les autres candidats qui ont fait une campagne traditionnelle. Bon, avec un Jean-Baptiste Moreau, je vous le dis tout de suite, Jean-Baptiste, il a pris une claque. Il s'y attendait pas. Donc, il est parti dans sa campagne très sûr de lui. Et évidemment, voilà, quand on part des moments un peu trop sûrs, bon, je le dis aussi, j'avais 11 candidats, ça faisait 10 candidats en face de moi, dont 5 qui se situaient pratiquement à l'extrême droite. Les Patriotes, les Zemmour, RN, voilà, c'était une extrême droite quand même très divisée, et j'avais 2 candidats de droite je n'avais pas d'officiel candidat LR. Voilà. Bon. Donc, je suis arrivé en tête. Jean-Baptiste Moreau était donc deuxième. Il y avait 177 voix de différence. Et au deuxième tour, je gagne avec 1200 voix d'avance sur Jean-Baptiste Moreau, qui d'ailleurs ne s'en est toujours pas remis. Merci Catherine. Alors toi, du coup, Philippe, vous m'entendez bien ? Oui ? Non ? Plus fort ? Plus fort. Je vais essayer avec celui-là. C'est mieux ? C'est mieux. Donc toi, Philippe, tu es député de l'Eure. Tu es une exception dans l'Eure, puisque dans l'Eure, toutes les circonscriptions ont basculé au RN. Toi, tu as réussi à t'en sortir. Comment tu... Oui, ça peut s'applaudir. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer justement comment toi, tu as fait et pour y arriver, justement. Et est-ce que les électeurs de ta circonscription sont vraiment différents des électeurs des autres circos ? Et voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien au fond.
Bonjour aussi à ceux qui dorment sur le côté. J'espère que ça va bien se passer pour vous. On va essayer de ne pas parler trop fort quand même pour que vous puissiez rester tranquille. Merci aux Eurois qui sont là, qui sont nombreux, en particulier ma suppléante Lisa Moreau, qui est membre de la France Insoumise. Et je suis le seul député socialiste de France avec une suppléante insoumise. Et donc, je veux vous dire... Voilà, vous dire le plaisir qui est le mien d'être ici avec mes camarades, le plaisir aussi que nous ayons retrouvé, nous les socialistes, le chemin de la gauche, que nous avons... Et c'était difficile. Plaisir d'agir de concert, en unité évidemment d'action et de pensée avec les camarades insoumis. Donc c'est avec plaisir que j'étais là ici hier, que je suis là aujourd'hui, que je serai présent demain, socialiste, avec nos amis insoumis, et je pense que c'est ainsi que nous arriverons à obtenir un jour des victoires. Et parmi les victoires que nous avons eues, plus modestes, celle effectivement dans notre circonscription, dans l'Eure, un département qui souffre. Alors l'Eure, les gens généralement ne savent pas ce que c'est que l'Eure ni où c'est, parce que confondent avec l'Eure-et-Loire, qui n'est pas exactement au même endroit. Donc on est en Normandie, on est à peu près à 1 heure de Paris, c'est un département périphérique, qui est à la fois très près de Paris et en même temps très loin. C'est un département qui souffre particulièrement. C'est le premier désert médical de France. Il y a moins de 60 médecins pour 100 000 habitants. C'est aussi un désert de services publics. Moi, dans ma circonscription, on a fermé 7 trésoreries des finances publiques durant les 5 dernières années. On a fermé 11 classes dans les écoles. On a fermé un collège entier. On a fermé un grand nombre aussi d'autres services publics, de services de proximité. Et dans cette France désertique, on appelle ça aussi la France périphérique, il y a eu en 2018 une très forte implantation du mouvement des Gilets jaunes, auquel moi j'ai participé à titre autant d'observateur que de militant. Mouvement qui a pris racine très fortement dans notre département et qui a d'ailleurs amené le président de la République, Emmanuel Macron, à faire le premier grand débat dans notre département. C'est dans ma circonscription, à Grand-Bourtroude. Justement en raison de cette prééminence. Dans notre département, il y a Ingrid Levavasseur, que vous connaissez peut-être, qui était gilet jaune, qui était sur ma liste au municipal. Il y a François Boulot, qui était avec moi au collège. Vous voyez un peu, un département très gilet jaune, dans lequel il y a beaucoup de désespérance sociale. Département qui est moins rural que la Creuse, en vérité. Ma circonscription est composée à 80% de terres agricoles, mais c'est aussi une circonscription surtout périurbaine. Périurbaine dans la banlieue sud de Rouen, pas très loin de la circonscription d'Alma-Dufour que vous avez vu dans plusieurs ateliers ce week-end, et donc dans lesquels on vit finalement la société de ce que le sociologue Denis Maillard appelle la société du back-office. C'est quoi la société du back-office? C'est la société des métiers, vous savez, en arrière de métropole, métiers de service qui servent la métropole. Donc pour les femmes, ce sont les métiers du soin, beaucoup, aide-soignante, auxiliaire de vie, assistante maternelle. Et puis pour les hommes, et aussi certaines femmes, c'est les métiers de la logistique. Donc pour les femmes caissières, les hommes beaucoup caristes, préparateurs de commandes. Et nous sommes, nous, la réserve foncière, la réserve logistique de la métropole rouennaise. Et donc avec les difficultés que cela amène. Des difficultés bien sûr de salaire, une pauvreté qui est importante, niveau d'études assez faible, plus de 60% des habitants de ma circonscription n'ont pas fait d'études après le bac. Un taux élevé de familles monoparentales. 28% des habitants de ma circonscription, des parents de ma circonscription sont des parents seuls. Et 40% de ces parents seuls vivent sous le seuil de pauvreté. On a donc finalement là un terreau de désespérance sociale dans une France qui est une France oubliée. Oubliée des pouvoirs publics, je parlais de la désertification médicale et des services publics, mais aussi oubliée de notre imaginaire. C'est une France invisibilisée finalement dans l'espace public. France à qui finalement notre collègue François Ruffin a redonné un peu de fierté dans ses films. France dont il n'y a jamais un téléfilm sur un ouvrier ou un employé. Il n'y a jamais même de documentaires qui sont tournés chez nous. Seulement quand effectivement il y a eu les gilets jaunes, on a vu les caméras arriver. Et donc dans cette France-là assez désespérée, on a vu le basculement qui s'est fait progressivement vers le Rassemblement national. En 2017, 5 députés LREM avaient été élus, tous contre le RN au deuxième tour, avec des écarts immense, 60% dans chacune des circonscriptions, parfois même 70% dans certaines. Et là, cette fois-ci, on a eu 4 députés RN sur 5, et ça a failli basculer RN dans la nôtre aussi, à 348 voix près. Alors comment on a fait? Écoutez, je ne sais pas, on a fait le maximum.
on a été à fond. C'était campagne matin, midi, soir, nuit. D'abord, on allait dans les endroits dans lesquels les politiques n'allaient pas ou plus. Vous savez, en été, c'est la saison de ce qu'on appelle chez nous les foires à tout. Alors, foire à tout en Normandie, c'est l'équivalent d'une brocante ou d'un vide-grenier. Bah, nous, on a fait 18 foires à tout. Donc, on allait dans ces endroits-là, vous avez les familles avec les poussettes qui viennent essayer d'acheter une bricole à 1 euro, 2 euros, parce que justement, la paye n'est pas bonne, parce qu'on a besoin d'habiller les enfants, etc. Et donc, on se promène là. Et là, jamais ils avaient vu un politique venir dans une foire à tout. Donc, on était là avec Lisa, les camarades qui sont là, et on a pu mettre en avant notre programme, qui était un bon programme de ce point de vue-là. Les salaires, le blocage des prix. Là aussi, on retrouve aussi les mots d'ordre qu'on attend de la gauche normalement. Et donc, on a fait ce travail-là. Et on a évidemment beaucoup de gens qui nous ont suivis. On a fait évidemment beaucoup de porte-à-porte. On a une campagne extrêmement active. Mais finalement, ça n'a pas suffi à mettre très loin le Rassemblement national. Le Rassemblement national était en tête du premier tour. Bon, à la présidentielle, ils avaient fait 38% au premier tour. On a fait passer de 38 à 29. Enfin, RN plus Zemmour, ça faisait 38. Ça fait 29. Donc moi, je fais avec Lisa 28. Et donc nous éliminons au premier tour le député sortant LREM qui était le porte-parole de la République En Marche, qui s'appelle Bruno Kettel, qui était un habitué des plateaux télé, un homme pas très sympathique. Et effectivement, les électeurs lui ont fait bien comprendre. Maintenant, voilà, on a gagné. Est-ce que c'est la fin du travail? Non. On a décidé de déclarer l'état d'urgence contre le Rassemblement national. Et donc, dès le lendemain de notre élection, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous allons à la reconquête justement de ces électeurs oubliés, de ces ouvriers, de ces employés, de ces gens qui travaillent dur, de ces femmes seules qui s'abstiennent massivement et ensuite, quand ils ne s'abstiennent pas, votent pour le Rassemblement national. Nous avons donc commencé par faire des réunions dans les villages qui ont le plus voté pour le RN. On a fait une première réunion, un village qui a voté 77% pour le RN au second tour. Et on a eu plus de 10% du village qui est venu. 300 habitants, il y avait 30 personnes dans la salle. 35 personnes dans la salle, ouais, quelques copains en plus qui étaient venus. Et on a pu échanger sans tabou sur ce qui s'était passé. C'était une invitation d'ailleurs très institutionnelle. C'est le député qui invite à discuter qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas. Eh bien, on a débattu pendant 3-4 heures. Pas un seul moment, le mot immigration n'est prononcé. Pas un seul moment, le mot islam n'est prononcé. Pas un seul moment, la question de la viande halal ou du dernier fait divers n'est prononcée. Et la parole était très libre. Chacun des participants a eu la parole. Et quel est le sujet qui est arrivé en 1? Le désert médical. Désert médical, on n'en parle jamais sur BFM TV. C'est le problème français aujourd'hui, pas seulement d'ailleurs dans la ruralité. La France entière est un désert médical et on n'en parle absolument jamais. Deuxième sujet, le désert de services publics. Les gens venaient nous raconter comment on a vu d'abord la poste fermée, puis la maternité du coin fermée, puis le service d'urgence fermé, puis les difficultés qui s'amoncellent. Troisième sujet, la mobilité. Comment on fait pour se déplacer quand on est dans le... Nous, c'est pas le grand rural, c'est le rural périurbain et qu'on travaille tous en métropole de Rouen et qu'on est obligé de prendre sa voiture et qu'on a le gasoil hyper cher et qu'en plus, des gens de gauche ont une drôle d'idée de créer des zones de faible émission aux portes des métropoles qui sont en vérité des châteaux forts anti-pauvres parce que du coup, celui qui habite dans ma circonscription et qui a une Clio d'il y a 10 ans, il ne peut pas aller travailler dans la métropole. Et il n'y a évidemment aucune compensation qui lui est proposée. Et donc, voilà, donc le président de métropole de gauche dit ah, c'est formidable, on va réduire finalement les émissions dans ma métropole, mais c'est au détriment de qui? Les gens comme nous qui effectivement vont travailler tous les jours et qui, les habitants de la circonscription qui galèrent, qui sont caristes, préparateurs de commandes dans les zones logistiques près de Rouen, eh bien eux, ils ne vont pas pouvoir changer de véhicule, donc ils ne vont pas pouvoir aller travailler. Et c'est normal que ces gens-là ensuite, ils aillent vers le Rassemblement national. Donc présence, création de ces réunions que nous avons fait. Nous avons fait aussi des ateliers thématiques avec les concernés pour construire ensemble la loi. Et on a fait un atelier justement sur les familles monoparentales. Là aussi, un sujet dont personne ne parle. Vous vous rendez compte quand même, ça concerne 25% des familles en France, 25% des parents en France sont seuls, 40% vivent sous le seuil de pauvreté, on n'en parle absolument jamais. Et donc on est en train de construire avec les habitants dans la circonscription une proposition de loi qui sera déposée à l'automne à l'Assemblée nationale pour justement les familles monoparentales. On est aussi présent sur l'ensemble des foires à tout, on continue, les fêtes de village, et on a fait même une permanence sur la fête de village. Donc vous vous promenez, il y a les auto-tamponneuses, il y a la barbe à papa, il y a la foire à tout avec les ventes de ce qui reste dans le garage, et puis il y a le stand du député. Voilà.
Et on a du coup un Barnum un peu comme ici, voilà, où les gens ils viennent, ils arrivent, alors on envoie des courriers avant, et donc ils ont leurs problèmes, voilà, j'ai tel ou tel problème. Et donc on est présent sur le territoire, on est présent pour dire aux gens que nous, on vaut mieux que le RN, que nous, on est là pour eux. La candidate du RN qui a failli nous battre, personne ne l'avait jamais vue, elle n'a même pas fait campagne. Et donc il faut quand même se rendre compte de l'état d'urgence démocratique dans lequel nous sommes. Le Rassemblement national, ce n'est pas seulement une création, c'est vrai qui prend racine. Moi, quand je me suis réveillé et que j'ai vu qu'il y en avait 4 autour de moi qui étaient RN, quand je fais les réunions en préfecture avec les 4 RN, je peux vous dire que je me rends compte de là où on en est. Et les camarades, ayez en tête que si on fait rien, c'est Marine Le Pen la prochaine fois. Hein. Ça va se passer comme ça. Hein. Et c'est pas parce que dans les métropoles, ça vote pas Le Pen. Hein. La ruralité, la périurbanité, c'est plus gros. Il y a plus d'électeurs que la métropole. Hein. Donc à la fin, on peut avoir tout à fait un pays dans lequel les métropoles, y compris Paris, n'ont pas voté pour la présidente de la République. Il faut qu'on ait ça en tête. Arithmétiquement, c'est possible. Et donc, il faut qu'on mène le combat et qu'on aille à la reconquête de ces territoires oubliés. Et que nous aussi, la gauche, on sache faire évoluer notre discours dans ces zones qui sont en difficulté. Alors, peut-être qu'on va parler peut-être après des propositions. On en parlera peut-être après. Voilà. En tout cas, voilà, vous dire que le travail, évidemment, c'est un travail de tous les instants, qu'on a un gros travail à faire si on veut gagner la prochaine fois. J'en parlais avec mon collègue Mathias Tavel, qui me disait que finalement, la différence entre les 150 députés que nous avons fait cette fois-ci et les 200, 300 qui avaient été faits sous Hollande en 2012, la différence, c'est dans la France des sous-préfectures. C'est-à-dire qu'on a repris toutes les circonscriptions de gauche des métropoles, aucune difficulté. Mais là où ça nous manque, c'est les circonscriptions jadis socialistes dans la France périphérique et périurbaine. Et donc c'est là qu'on doit mettre le paquet. C'est là qu'on doit aller, évidemment, conquérir le cœur et les esprits. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, voilà, c'est quelques mots d'introduction pour vous dire qu'effectivement, on a gagné. Mais ce n'est pas parce qu'on est très fort, c'est aussi parce qu'on a eu de la chance, je pense que c'est une réalité. Et que cette victoire, elle nous oblige aussi à trouver des solutions pour en obtenir d'autres ailleurs. Merci beaucoup. Du coup, je vais passer la parole à Gilles pour avoir un petit peu ton retour d'expert sur tout ça, sur tout ce qui s'est dit. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc c'est vrai quand dans les trajectoires, là, les deux cas qui ont été exposés, on m'a demandé de réagir, a été pointé le fait central, je pense, d'une méconnaissance à la fois dans les médias, dans les problèmes politiques, la construction des problèmes politiques, des sujets qui préoccupent une grande partie de la population. Mais du coup, ça nous préoccupe bien sûr d'une manière politique ici, mais c'est quand même quelque chose sur laquelle depuis maintenant une vingtaine d'années, les sociologues se sont posé cette question-là, puisqu'il y a eu un déclin très très fort de la sociologie rurale à partir des années 80, autour de la fin des paysans. Mais aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, dont mon labo, le Césaire à Dijon, il y a la structure publique de recherche a développé un ensemble de travaux. Et donc, on est là pour vous apporter de la connaissance. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ces territoires, qui effectivement passent sous le radar, avec ce terme des invisibles qui est dans l'espace public, mais qui a été très longtemps dans l'espace scientifique et académique pour décrire une partie des populations. Alors, dans la commande aussi, de ce que j'en comprends qui justifie ma présence, il y a dans les deux trajectoires l'idée d'avoir des éléments explicatifs. Pourquoi ces circonscriptions rurales auraient-elles déroger à la règle générale d'une extrémisation à droite, enfin l'extrême droite des zones rurales. Et donc, je ne vais pas vous donner l'explication, ce serait bien trop présomptueux, mais je pense qu'il y a deux éléments qui ont été mis en avant et qui sont centraux. On ne fait pas de la politique dans les espaces ruraux comme on en fait en ville. Les réseaux militants sont pour beaucoup inexistants et les partis, particulièrement qui ont été en compétition ces dernières années, sont des partis sans réseau militant dans les espaces ruraux. Ce qui fait que la partie de la campagne et faire campagne est une forme de réinvention. Je pense qu'il faudrait mettre des politistes derrière chacun des députés ici présents pour comprendre comment ils ont fait campagne, puisqu'ils doivent inventer, et donc c'est pas pour rien que des journalistes les ont suivis pour savoir comment ils ont fait, puisqu'ils se réinventent des manières de faire politique dans des espaces qui ont été très largement et longtemps dominés par la forme des notables, par des formes de petite bourgeoisie au pouvoir, et que là, aujourd'hui,
aujourd'hui, il semble se passer quelque chose. Donc il y a une réinvention politique, à l'évidence, à construire. Après, il y a des éléments, bien sûr, alors le sociologue va toujours vous raconter que c'est plus compliqué que ça. Donc les termes de périphérique, de périurbain, de rural profond sont vraiment à prendre avec des pincettes, tant les espaces ruraux sont très composites. Et même le titre de la conférence, je ne sais plus qui sont les ruraux, bon, ça suppose une existence des ruraux, et dans les trajectoires de ceux qui se sont dit ruraux ici, ok, on est dans la Creuse, mais on va au lycée à Limoges et on passe la moitié de sa vie ou les 3/4 de sa vie professionnelle en Île-de-France, certes en zone périurbaine, mais c'est tout ça pour dire qu'il y a énormément de circulation, et les ruraux d'aujourd'hui, si on tient aux termes ruraux, ne ressemblent en rien à la fixité des trajectoires qu'ont pu être celles de leurs aînés dans ces espaces. Il suffit de penser à la très grande massification scolaire qui a ventilé, même pour les moins mobiles, un minimum de déplacement à l'échelle au moins du département pour beaucoup. Donc il y a ces éléments. Et donc dans les éléments explicatifs, je vais pas donc, sachant que c'est un composite très très important, hein, très différencié, je voudrais juste donner quelques grandes lignes pour comprendre comment chaque espace social localisé, qu'est une circonscription ou qu'est un département ou un système autour d'un bourg ou d'une ville, a des déterminants bien sûr nationaux qu'il dépasse. Chaque chose qui se passe là se passe en général, la causalité remonte à des échelles bien plus lointaines que l'explication purement micro-locale, mais c'est dans une configuration singulière qu'elle se réalise, qu'elle se matérialise dans différents lieux. Donc le cas de la Creuse n'est pas unique, mais est une configuration qui se démultiplie. Il n'y en a pas des tonnes de configurations. Donc ce département rural profond, et il y a d'autres zones en France qui lui ressemblent. La zone je ne sais plus comment vous l'avez appelé, là, dans l'Eure, là aussi de Rouen, du back-office. Il y a aussi plein de zones de périurbaines plus ou moins éloignées qui fonctionnent comme des back-office. Donc il y a un ensemble de configurations. Donc des campagnes très agricoles, il y en a encore. Des campagnes industrielles, post-industrielles, il y en a, mais ce back-office sur le service se développe. Il y a toutes les couronnes de villégiature qui, elles, sont encore sous une autre problématique et qui sont, dans l'imaginaire, construits aussi comme des espaces ruraux. Il y a les zones frontalières. Donc on est dans des camailleux de différenciation très importantes. Et il y a quelque chose qui est... c'est pas pour rien que la sociologie s'est très peu intéressée aux espaces ruraux dans les années 80-90, et comme, d'une certaine manière, l'ensemble de la population et je pense, des politiques, c'est qu'on croyait que à travers la massification scolaire, la circulation généralisée, on allait tous avoir un territoire qui s'allait s'écraser. La géographie est devenue une discipline qui, à ce moment-là, est en difficulté. Or, on observe exactement l'inverse. Le territoire nous saute à la gueule comme la production des inégalités. Qui peut aujourd'hui envoyer ses gamins faire des études à Paris ? Les zones les plus denses et les plus valorisées en haut des valeurs sociales se deviennent inaccessibles pour une grande partie. Et par contre, c'est pas parce que les gens ne bougent pas, mais il y a des espaces de circulation qui sont autant ségrégés que la sociologie des espaces urbains. Tout le monde bouge, mais on bouge d'espace homologue à espace homologue. On va de Belle-Île au 6e arrondissement et de la Courneuve à Berck-sur-Plage, et jamais personne ne se croise. Donc ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'il y a de la mobilité, c'est pas parce qu'il y a de la fin d'une existence substantielle d'un groupe qui serait rural qu'on a laver les inégalités sociales qui sont aujourd'hui en reconstruction. Au contraire, elles s'accélèrent sur des modes dans les zones de villégiature, c'est extrêmement visible. Vous avez des parties du territoire qui sont beaucoup plus ségrégées encore que les parties les plus bourgeoises des grandes agglomérations françaises. Donc c'est ça que je voulais pointer. Et donc pour dire les grandes variables, qui est bien sûr les espaces ruraux en dominante, c'est un espace social qui est plutôt plus bas socialement et plus à droite parce que c'est pas la grande industrie, parce que c'est beaucoup plus de petites structures artisanales, c'est parce qu'on est dans le monde des PME, des chefs d'entreprise ou de l'artisanat qu'il y a cette bascule. Il y a bien sûr un fonds agricole, mais qui est minoritaire partout, même dans les zones les plus rurales. Donc associer la ruralité à l'agriculture est une erreur, même si elle participe du point de vue économique.
Et les grandes différenciations sont bien sûr autour de la densité et de la proximité aux grandes agglomérations. Ça, il y a vraiment une grande distinction à faire. Ce qui fait qu'on a une répartition des groupes sociaux sur le territoire qui aujourd'hui est complètement renouvelée, hein, avec bien sûr toutes les catégories supérieures, dominantes, qui sont dans les grands centres urbains, mais certaines fractions sont aussi présentes dans les centres ruraux, hein, le chef d'entreprise ou le cadre qui s'occupe d'une unité productive dans un centre. Mais donc ça va être une fraction plutôt économique des mondes dominants. Les mondes culturels sont moins présents dans les espaces ruraux. Et bien sûr, à Paris, on va avoir la concentration des médias, de la finance, et donc des tonalités de catégories sociales assez différenciées. Et cela, ça vaut pour toutes les catégories. Quand on parle des classes populaires, les classes populaires des zones rurales, comme elles ont des emplois différenciés, des loisirs différenciés, ne ressemblent pas aux classes populaires des zones urbaines. Donc les associer dans un seul et même terme, ce serait faire une erreur. Donc, je pense qu'il y a là, du point de vue de ce qui vous anime en tant que force politique, quelque chose de très intéressant à travailler, puisque les consciences de classe, les groupes sociaux aujourd'hui sont beaucoup moins fixés et beaucoup moins construits qu'ils l'étaient. Et donc ça ne m'étonne pas qu'on passe du RN à la France insoumise dans un territoire, parce que la construction de la conscience politique, elle est assez labile. Il n'y a pas comme les structures militantes sont beaucoup moins présentes dans ces espaces ruraux. Donc le travail de campagne, le travail d'encadrement politique, le travail que vous faites peut avoir des effets sur la construction des problèmes publics contemporains. Donc c'est pour dire que tout n'est pas sociologique et donné dans les cartes sociales des populations. Il y a un vrai pouvoir de modification aujourd'hui dans l'espace politique, à mon avis. Merci beaucoup. Alors du coup, il y a des choses qui ont été évoquées, comme le problème des médias, qui donne une certaine réalité et qui n'est pas forcément présent non plus dans toutes les circonscriptions rurales. Le prisme aussi du manque d'imaginaire qui a été évoqué. Qu'est-ce que nous, justement, on peut mettre en place au niveau force politique, alors que ce soit France Insoumise, mais plus largement au niveau de la NUPES, en fait. Qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour justement être plus efficace, plus présent, pour parler davantage à ces populations? Ben oui, c'est... Alors, moi, je ne suis pas politique, mais donc du coup, je n'aurais pas de proposition clé du tout. Moi, par contre, je pense que l'idée que la construction des problèmes publics soit centrée sur des problèmes urbano-centrés qui concernent bien sûr une partie importante de la population, qu'ils soient, là tout à l'heure, on évoquait l'immigration, l'islam, qu'il y a un ensemble d'éléments de marottes qui sont plus ou moins périphériques, donc il y a un décalage entre les problèmes sociaux et la construction du débat public. Et que donc le travail, je pense, de tous les élus nouveaux des espaces ruraux, aujourd'hui, justement, là, ce que vous avez proposé de faire un petit boncaire, on a un programme, mais est-ce que le programme il est adapté à la population que j'ai en face de moi? Donc je vais leur demander quels sont leurs problèmes. Et je pense que l'ensemble de ces initiatives où on va essayer de déceler ce qui fait problème, et à travers l'ensemble des études, aujourd'hui on voit assez clairement, effectivement, les déserts médicaux, c'est vraiment quelque chose de central dans les difficultés. Il n'y a pas que les déserts médicaux, il y a aussi le problème de l'emploi féminin dans les espaces ruraux. Donc vous avez évoqué tous les métiers du care, mais c'est heureusement qu'ils se redéveloppent, mais c'est bien parce qu'il y a des populations âgées. Donc non, je pense très franchement que dans ce début de législature, il me semble que très important que tous les députés qui ont une conscience de ces difficultés à faire monter les problèmes publics de la ruralité prennent, tirent bénéfice de leur accès à l'espace public pour porter ces questionnements nouveaux qui étaient largement écrasés dans les législatures précédentes. Merci. Je veux bien avancer quelques idées sur ces questions-là, que ce soit le groupe PS NUP ou que ce soit le groupe LFI ou le groupe LV, on mène tous sur nos territoires, là où nous sommes élus, des actions, et je pense que dans le cadre de ce que nous sommes tous en train de faire,
Je vais prendre quelques exemples. L'action sur la situation de la santé. Allo Ségur, vous l'avez certainement constaté, les députés du groupe LFI ont lancé ces initiatives d'aller à la rencontre des personnels dans les établissements pour les écouter sur leurs difficultés. Les pages s'envolent, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, c'est pas grave. Et donc de recenser justement les difficultés, leurs besoins, pour qu'on puisse, à l'Assemblée, quand on va notamment préparer le budget de la sécurité sociale et le budget pour 2023, on va s'inspirer aussi de tous ces éléments-là. On va voir la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, enfin, sincèrement, je ne vais pas développer, mais ça va être peut-être pas le jour de la rentrée, on n'aura peut-être pas une situation catastrophique, mais je vais prendre le département de la Creuse. Alors, a priori, pour l'instant, il y a un souci sur une école. Ils ont réussi à combler pratiquement tous les postes en primaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comblé dans le volant de remplacement. C'est-à-dire qu'au premier arrêt maladie, il n'y a plus personne pour remplacer. Donc, moi je dis, à la fin du mois de septembre, ça va être une catastrophe. Donc, et puis, la situation de la précarité sociale. Le pouvoir d'achat, je ne veux pas... on a mené la bataille dans l'hémicycle. Bon, on n'a pas réussi à l'emporter, même si on les a bien ennuyés, on a fait bouger des choses, mais cette question de la précarité, ça va être une situation, là, à la rentrée, l'augmentation de l'énergie, la rentrée scolaire, et nous, en Creuse, voilà, on est département, notre présidente du département LR s'est portée volontaire pour le RSA sous condition. Voilà. Eh oui. Alors, il y a que 3500 bénéficiaires du RSA. Mais imaginez, sincèrement, sur ce sujet-là, quelqu'un qui est au RSA, qui est dans le fin fond, enfin qui est sur le plateau, qui est à 30 km du premier bourg où il y a quelques emplois, voilà, ça va lui coûter, mais plus cher que ce qu'il ne touche aujourd'hui déjà au RSA. Voilà. Je ne développe pas, mais vous voyez bien que, par exemple, c'est des sujets sur lesquels il va falloir qu'on mène la bataille, et on va la mener, tous les militants et tous ceux qui ont participé à la campagne de la NUPES, on va agir sur ces sujets-là. Et bien évidemment, alors c'est peut-être plus facile là où nous avons des députés, mais il faut aussi qu'on s'appuie sur tous ceux qui ont été candidats de la NUPES pour justement mener ces batailles-là. Voilà, c'est des idées qui me viennent comme ça pour lancer après dans le débat. Hein. Merci. Ah, évidemment, d'abord, sur comment on arrive à parler à ces gens-là, d'abord, il y a ce qui les concerne et ce qui concerne tout le monde. C'est-à-dire que quand on parle de la feuille de paie, quand on parle du blocage des prix, c'est bien pour le néo-rural, le urbain, le périurbain, mais aussi la banlieue, mais aussi tout le monde, en vérité. Donc ça, c'est un paquet de mesures, il faut les garder, il faut continuer là-dessus, il ne faut pas bouger. Ensuite, bon, il y a la question du désert. Et moi, je pense que le vote RN, d'ailleurs, on voit bien toute la ruralité ne vote pas RN. On a une ruralité encore qui vote à gauche, ou à droite d'ailleurs, mais pas RN. Je pense que le vote RN se nourrit aussi, je le disais, du désert de société. Donc il y a le désert de service public, le désert médical, mais aussi le désert de société. Et dans les villages qui ont le plus voté RN, moi, ce sont des villages dortoirs. C'est-à-dire que les villages dans lesquels il y a une vie de village, dans lesquels finalement l'individualisme n'est pas roi, et bien dans ces villages-là, on a moins de votes RN. Et donc c'est aussi ça qu'il faut regarder, voilà, et ne pas simplifier, effectivement, et tu l'as bien rappelé, toute la ruralité ne vote pas pour le RN. Donc ce qu'il faut faire, je pense, c'est lutter contre le désert de société, lutter contre l'individualisation de la société. Moi, ce que je propose, c'est que par exemple, on inscrive dans le Code du travail un certain nombre de RTT disponibles quand on s'engage sur le plan associatif.
Et on pourrait imaginer ainsi qu'on permettrait aux salariés qui vivent justement dans ces zones où il y a un désert de société, où l'individualisme est partout, où on ne connaît pas son voisin, où le village ne vit plus, justement à s'investir pour les autres. Je pense aussi qu'il faut un ambitieux plan de rénovation rurale. Moi, je propose la création d'une agence nationale de la rénovation rurale. On a la rénovation urbaine. Pourquoi ne ferions-nous pas la rénovation rurale? Et on agisse sur l'ensemble des leviers, les commerces de proximité. Le commerce de proximité, on le sait, c'est aussi un levier pour lutter contre l'isolement, l'individualisation. Quand vous avez la boulangerie dans le village, le vote RN est plus faible. C'est vrai, vérifié. Vous avez une étude de l'IFOP qui est sortie en 2016 et qui démontre une corrélation entre le vote RN et l'éloignement d'une gare. Plus vous êtes loin d'une gare, plus vous votez RN. Là aussi, il y a du travail à faire. Donc, rénovation rurale, je pense, lutte contre l'individualisation de la société, c'est très important. Et enfin, il faut qu'on travaille vraiment très sérieusement sur la question des déserts médicaux. Et là-dessus, je crois que toutes les solutions que nous avons essayé d'imaginer, la commune qui paye la secrétaire du médecin, la commune qui paye le cabinet du médecin, maintenant la commune qui paye le médecin, ça ne fonctionne pas. Et donc il faut peut-être arriver à ce qu'on appelle une contrainte. Et ce n'est pas contre nos amis les médecins, mais comment peut-on d'un côté avoir des pharmaciens qui n'ont pas de liberté d'installation, des notaires qui n'ont pas de liberté d'installation, des huissiers de justice qui n'ont pas de liberté d'installation, mais les médecins, eux, auraient une totale liberté d'installation. Et moi, je le dis, nous ne pouvons pas continuer dans ce système-là. Est-il normal? Nous payons tous les mêmes cotisations de sécurité sociale, nous payons absolument tous les mêmes, et pourtant, nous n'avons pas le même accès à la santé sur le territoire. Et moi, je visitais récemment un hôpital de proximité qui en fait est situé en région rouennaise. Mais c'est l'hôpital dont 70% de la population vient de ma circonscription. Et bien, il me disait, l'état de santé des gens se dégrade. Des cancers qui ne sont pas traités parce qu'ils n'ont plus de médecins de proximité. Parce que les médecins partent et on n'a pas de médecins aujourd'hui qui arrivent. Et donc, quand il y a et ça ne se réglera pas seulement par la télémédecine. C'est pas vrai. Bon, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Pareil, la fin des services publics, quand on enlève la trésorerie, quand on enlève les différents guichets et qu'on remplace ça par une maison France Service. Vous avez déjà vu une maison de France Service? Vous êtes rentré une fois dans une maison de France Service? C'est intéressant. Vous avez un bureau avec un ordinateur. Alors, je ne dis pas Windows 95, mais c'est à peu près ça l'ordinateur. Et avec devant un jeune, souvent très sympathique, étudiant en service civique, qui vous accueille et vous dit alors, du coup, moi, je fais Pôle emploi, je fais la CAF, je fais la Sécu, je fais les impôts, bien sûr. Droit fiscal. Moi, j'étais magistrat en droit fiscal avant. Même moi, j'ai du mal à remplir ma feuille d'impôt. Donc, j'imagine même pas le service civique qui est compétent dans l'ensemble de ces domaines à 22 ans. Donc, on est là-dedans, dans une déchéance du service public. Et les Français ne comprennent pas. Les impôts, ils augmentent tout le temps. En tout cas, pour les gens normaux. La TVA, elle a augmenté. Avant Hollande, c'est passé à 20. Les impôts, tout le monde augmente. Et on a de moins en moins de services. La Poste. Là aussi, on avait un service public postal qui fonctionnait. On a fait les petites lignes de train. Moi, dans ma circonscription, elles ont toutes été fermées. On continue d'ailleurs à dégrader la qualité de service. Donc, moi, je sais que j'ai une gare dans ma circonscription qui risque de fermer. Enfin voilà. Donc il faut qu'on agisse sur l'ensemble de ces leviers. Il faut porter cette vision le plus fort possible. Il faut mener le combat à l'Assemblée nationale. Moi, je vais déposer une proposition de loi qu'on va travailler ensemble, évidemment, avec tous les collègues de la NUP, évidemment, avec les insoumis, les communistes, les écologistes, etc. Parce qu'on doit avoir des victoires rapides. Voilà, je le dis vraiment. Il y a les prochaines élections, les idées de dissolution, etc. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas laisser 50+ continuer comme ça. Et donc, il faut qu'on arrive, grâce à cette nouvelle situation politique, les Français nous ont mis en responsabilité, il faut qu'on arrive à obtenir des victoires et pour le monde rural et pour le monde périurbain. Je vais juste vous donner le récit d'une petite commune en Creuse qui est une des seules communes où sa population a augmenté. Faux-la-Montagne. Je ne sais pas si vous connaissez la Creuse, c'est vraiment le sud du département, au bord du plateau. Et il y a une vraie vie démocratique depuis très longtemps, des élus locaux, une vie associative, une vie culturelle très, très forte. Et ils ont eu cette idée de mettre en place, la première fois que j'ai rencontré la mairesse dans le cadre de la campagne des législatives, je suis venue la rencontrer et elle me dit, nous, on a des logements passerelles. Alors, je lui dis, des logements passerelles, moi, vous savez, j'étais élue au logement
en zone urbaine. Pour moi, le logement passerelle, c'était le logement d'urgence pour bien souvent les femmes qui subissaient des violences. Et je dis, mais je comprends pas là. Et donc, elle m'explique, non, on a 2 maisons qui appartiennent à la commune et qui sont mises à disposition, qu'on met en location pour des gens qui souhaitent venir s'installer en Creuse pendant 1 an pour vérifier qu'ils ils sont bien, qu'ils sont en capacité de mener leur activité sur la commune, de voir si les services autour leur convient. Et au bout d'1 an, ils s'installent, ils achètent ou ils louent une maison pour définitivement. Et ça lui a permis, en fin de compte, de maintenir sa population et surtout de maintenir ses écoles. Parce qu'elle n'a mis à disposition ces maisons que des familles jeunes, alors parfois ils n'avaient pas forcément d'enfants, mais à des familles qui étaient en activité. Et ce qui a permis de maintenir. Et du coup, son bureau de poste n'a pas été fermé, son école n'a pas été fermée, il y a une bibliothèque, et il y a une vraie vie de bourg et surtout aussi de commerce de bourg. Et ça, c'est quelque chose, je trouve que c'est un exemple très intéressant qu'on doit développer de plus en plus, et notamment sur ce que tu as soulevé, la question de l'urbanisation, enfin de l'organisation et du maintien de l'habitat en milieu rural. Qu'est-ce qu'on constate bien souvent? C'est qu'on constate que les bourgs anciens, les maisons anciennes ne sont plus maintenues, habitées, et on continue d'occuper de la surface agricole et de construire des petits lotissements autour. Et du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Des moments, il faut 1 kilomètre pour aller jeter à la baguette. Ils vont pas aller au bourg du village. Ils vont prendre la voiture et ils vont aller à la petite zone commerciale qu'il y a à côté. Et ça, c'est la mort de nos petits bourgs et du maintien de nos commerces en centre de nos bourgs. Je pense qu'on a besoin de réfléchir, et je suis d'accord qu'il y a besoin d'une réorientation de l'accompagnement aux collectivités sur la réhabilitation de l'ancien en milieu rural. C'est quelque chose d'indispensable. Alors justement, ce que vous venez de dire, moi, ça me permet de vous poser une petite question, parce que quand on a réactualisé le livret, on a creusé un petit peu tout ça, et donc on a creusé les sujets. Et alors notre livret, c'est ruralité et aménagement du territoire. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les quartiers populaires, il y a les politiques de la ville qui ont été mises en place depuis un moment, mais en ruralité, il n'y a pas de politique d'aménagement du territoire. On a plutôt une politique de pillage en fait, des métropoles envers les zones rurales, et il n'y a pas de politique d'aménagement du territoire. Si on prend par exemple l'exemple des services publics, normalement, c'est l'État qui s'occupe des services publics, qui les met accessibles à tous. Les services publics ont disparu, et on a vu l'apparition des maisons France Service. Ça aussi, je l'ai creusé un petit peu. Il y a une énorme différence. Aujourd'hui, au-delà du service civique qui accueille, c'est qu'avant, quand il y avait un bureau de poste, quand il y avait un service public, c'est l'État qui le finançait. Aujourd'hui, le financement des maisons France Service, c'est quasiment les collectivités territoriales à plus de 50%, 60% qui doivent le financer. Et donc, du coup, il y a un désengagement de l'État qui reporte. Alors, l'État ferme les services publics et dit aux collectivités territoriales, financez les maisons France Service qu'on va vous donner comme pansement, quoi. Parce qu'effectivement, ce n'est pas des services publics, c'est une mise en relation avec les services publics. Du coup, moi, j'avais envie de vous réinterroger. Alors, je ne sais pas qui voudra prendre la parole, mais on voit aussi de plus en plus que les intercommunalités, les communautés de communes ont plus de pouvoir que les communes. Est-ce qu'il ne faudrait pas, enfin, je pense que, voilà, comment justement on redonne une place centrale aux communes et aux maires pour être un petit peu maître chez eux dans ce qui se passe chez eux? Parce que alors, mon co-animateur qui n'est plus là, qui a dû partir, lui, il est maire dans une petite commune de 900 habitants. Il en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais aujourd'hui, les maires, ils s'occupent des chiens écrasés, des pissenlits qui poussent là où il ne faut pas. Mais ils ont de moins en moins de compétences. Et pourtant, c'est à eux qu'on vient... Enfin, c'est eux qu'on vient voir quand il y a un problème. Donc du coup, voilà, comment on peut faire pour remettre les communes et les maires
un petit peu en responsabilité et mettre des vraies politiques d'aménagement du territoire. Non, personnellement, ça ne me gêne pas de répondre à cette question-là. J'ai été élue, je l'ai dit, en Île-de-France, et ma commune a été rattachée à la communauté urbaine GPSO à 400 000 habitants, 72 communes. Donc j'ai cette expérience aussi de la perte de compétences des maires et surtout de l'éloignement de la démocratie. Je crois que c'est surtout ça le premier problème. Et en Creuse, les intercommunalités, l'intercommunalité s'est faite, faut le dire, à un moment donné, à marche forcée, avec une non-consultation déjà du citoyen, une non-consultation des élus, consultation des élus, si, il y a eu consultation, mais sans prendre vraiment, je pense que les élus n'ont pas toujours mesuré la conséquence de cette loi NOTRe et de la loi MAPTAM, avec le transfert des compétences. Et donc, après, en milieu rural, je pense qu'il y a l'approche est certainement différente. Et là, parce que dans une petite commune, en plus, je ne l'ai pas dit, mais je suis passé de France Télécom à la fonction publique territoriale. Donc, j'ai été élu dans une ville et fonctionnaire territorial. Donc et aujourd'hui, je siège dans la délégation aux collectivités territoriales à l'Assemblée. Donc c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. Et d'ailleurs, je suis intervenu à l'Assemblée au cours du débat sur cette question-là. Parce que dans les petites communes, les élus, sur des dossiers, pour aller chercher, parce qu'ils sont étranglés financièrement, ils n'ont pas les compétences en termes de personnel pour pouvoir aujourd'hui monter les dossiers quand il faut aller chercher des subventions. C'est très complexe. Ça devient de plus en plus compliqué. Et bien souvent, c'est vrai que l'intercommunalité, ce niveau, leur permet et les aide à pouvoir monter les dossiers. Moi, je pense que... donc l'approche n'est pas forcément la même sur ce sujet-là. Mais on voit bien, par exemple, que... en ce moment, l'eau, la gestion de l'eau, la crise de l'eau, c'est une... Voilà, je ne développe pas la situation. Le département de la Creuse, sincèrement, j'ai encore pas tout compris. Les syndicats, à tel endroit, qui ont la compétence, à tel endroit, c'est encore la commune qui a la compétence. Ils ont certains endroits, c'est l'intercommunalité qui a la compétence. Sincèrement, pour s'y retrouver, c'est compliqué. Mais la réalité, c'est aujourd'hui, cette question de la gestion de l'eau, qui est une question fondamentale pour l'avenir, il va bien falloir qu'on se mette autour de la table et qu'on trouve des solutions pour justement mieux gérer l'eau, et qui est un bien commun, et qui ne doit pas être un bien qui soit une marchandise, et qu'on laisse des grands groupes aujourd'hui se faire du fric sur notre bien commun. Et il y a une nécessité à ce qu'on mène la bataille sur la question justement de la réappropriation collective. Alors, État dans un certain nombre de domaines, mais ça peut être aussi les collectivités dans un autre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, voilà, c'est un sujet... Moi, personnellement, sur l'intercommunalité, et nous portons à la France Insoumise la proposition de revoir complètement la loi NOTRe et la loi MAPTAM. Et moi, je ne suis pas contre un principe d'intercommunalité, mais une intercommunalité de projet. Qu'on réfléchisse sur l'eau, par exemple, ça doit réfléchir en termes de bassin versant, par exemple. Voilà, je prends cet exemple-là pour faire comprendre qu'il y a nécessité. Et sur la question des transports, pareil, bien évidemment. On a besoin aujourd'hui d'un grand service public national des transports, parce que sinon, on voit bien aujourd'hui à quoi ça nous amène. En Creuse, il n'y a plus rien, à part la gare de la Souterraine, où de temps en temps, il s'arrête un train. Voilà, donc tous ces sujets-là. Et la question des maisons de France Service. Dans certaines petites communes, en Creuse, il y en a qui ont été mises en place.
Et c'est vrai que les maires se sont battus pour... Ça a été le seul moyen de garder parfois l'agence postale. C'est ça. Et donc, mais ils ont conscience que c'est pas l'idéal parce que ça ne répond pas complètement à toutes les réponses des usagers. Hein, d'ailleurs, ce mot-là est-il encore utilisé, le mot usager? Voilà, donc c'est quelque chose qui est compliqué et parfois c'est pris comme une solution pour éviter la fermeture d'un service public. Voilà, donc à réfléchir. Merci. Rapidement, après on donne la parole à la salle. Voilà. Oui, alors pour ces questions de décentralisation qui sont intéressantes, alors qui ne passionnent pas les Français, mais je pense qu'effectivement ça joue aussi, puisque quand on parle de l'organisation du territoire, de l'aménagement, etc., c'est aussi une question institutionnelle. Moi, je pense qu'on doit aujourd'hui faire un bilan de la décentralisation. 1982, maintenant, on a de quoi avoir du recul. Et j'étais, il y a 2 jours, à l'université du Parti Socialiste. On a fait une table ronde un peu sur la décentralisation. Et donc, effectivement, on discutait avec les uns et les autres. Je crois qu'il est temps de faire un bilan. Car est-ce que la situation, notamment des territoires dont nous parlons, s'est améliorée depuis la décentralisation? Je ne suis pas certain. En tout cas, peut-être pas suffisamment. On a vu que ça a beaucoup aidé les métropoles, qu'on a vu arriver de nouveaux équipements, de nouveaux services, qu'aujourd'hui on vit mieux probablement en ville qu'en 1982, mais vit-on mieux vraiment à la campagne? Je n'en suis pas certain. Faire un bilan là-dessus, faire un bilan aussi sur les effets assez néfastes de ce néo-féodalisme à la française. Parlons-en. Moi, je suis élu local également, je suis élu municipal, je suis élu dans mon agglomération, et je vois des mécanismes se développer qui n'ont pas grand-chose à voir avec la République et la démocratie. Quand on est dans une agglomération comme la mienne avec 107 000 habitants et 94 délégués, comment peut-on, sur un territoire aussi vaste, vraiment faire une politique publique ensemble? En fait, le délégué vient avec sa liste de courses et le roi, finalement, de l'agglomération, lui, donne aux uns et aux autres ce dont ils ont besoin sans qu'il n'y ait aucune délibération démocratique, sans qu'il n'y ait aucun contrôle. Et cela se réplique à tous les niveaux. J'en parlais hier avec votre collègue Raquel Garrido. Pareil au niveau du département, pareil au niveau des régions. Et donc se développe tout de même cette restauration de ce que nous avions réussi à abolir avec la Révolution française, qui est ce que sont les vassaux et les suzerains. Et c'est quand même comme ça que ça se passe aujourd'hui en France. Hein. Enfin, c'est la réalité. Donc ayons un regard critique sur ce que nous avons fait. Je lisais récemment une thèse qui a été soutenue à Assas l'année dernière et qui s'appelle « Décentralisation partout, démocratie nulle part ». Et je crois que cela résume bien ce que nous avons fait. Donc oui, de la décentralisation, oui, rapprocher la décision du citoyen, mais non à la bureaucratie, non à la technocratie et surtout non à ces phénomènes antidémocratiques qui justement, je pense, portent une lourde atteinte justement à l'intérêt général. Et prenons l'exemple, Catherine en parlait, du sujet de l'eau. Moi, je me bats depuis des années pour faire passer l'eau dans mon agglomération en régie publique. Et on a bien vu, nous, on a un taux de perte assez élevé. C'est-à-dire qu'on a un taux de rendement de notre réseau qui est, selon les zones, entre 68 et 72%. Ça veut dire qu'on balance 30% de la flotte dans la terre. Bon, et bien ça, impossible d'avoir des discussions sur ces sujets-là. Et donc là aussi, en 1945, on avait nationalisé le service public de l'électricité. On avait nationalisé sous le Front populaire le train. On aurait peut-être maintenant, on aurait peut-être raison de nationaliser l'eau et reprendre cette gestion. On a aujourd'hui des investissements massifs à faire dans les canalisations, sur le rendement, sur le réseau. Et je crois que là aussi, il y a du travail. Donc trouver aussi le bon niveau d'intervention. Le bon niveau d'intervention qui permet de satisfaire au plus les citoyens. Voilà, donc là, c'est un grand débat qu'on pourra avoir. En tout cas, voilà, je me tais maintenant. Et voilà.